Go! Salut Joselito, qu'est-ce que tu as fait cette semaine? Salut Philippe, tu vas bien? Putain, j'ai déprimé cette semaine. C'est une semaine de défaut. D'abord, ça fait pas une semaine parce qu'on s'est parlé il y a pas longtemps. J'ai déprimé. J'ai fait le constat suivant. J'ai regardé mon réseau, j'ai observé mon réseau professionnel. D'accord? J'ai pris un pas de recul, j'ai regardé mon réseau professionnel et je me suis dit, waouh, ça fait un petit peu peur dans le sens où quand je suis confronté à un problème particulier, je suis entouré d'experts, d'accord? Je suis entouré d'experts, j'ai une petite présence sur LinkedIn, suffisamment, je ne suis pas grand bateau, mais je suis Joselito. Et en tant que Joselito, Il y a quelques j'ai ordres de un grandeur. certain nombre d'abonnés. Ça fait 3 ans que je gravite, 4 ans maintenant sur LinkedIn. Et j'ai eu des centaines et des centaines de discussions avec des tas d'experts en tout genre, etc. Et quand je suis confronté à un problème spécifique, et que je fais le tour de mon réseau et que je pose des questions, d'accord? Alors, il faut bien comprendre que ces derniers temps, j'ai basculé, c'est-à-dire au-delà de l'activité que je peux avoir de conseils avec Poppy Gico, j'ai décidé de faire comme du management de transition. Je me suis posé 6 mois dans une boîte. Donc, je suis passé, entre guillemets, de l'autre côté de la barrière. Je suis acheteur de prestations de services, je suis un annonceur et j'ai des problèmes à résoudre. J'ai des collaborateurs, j'ai des collègues, j'ai des bureaux, j'ai des machins. Et quand je vais il y a deux choses que je constate. D'abord, quand tu es très, très vite oublié, tu sais, ça grenouille, voilà, tes conseils marketing, inbound marketing, nanana, tu es une espèce de visible expert dans un domaine. Dès que tu prends un petit peu de recul, il n'y a personne qui t'appelle pour venir te saluer. Et ce qui est assez rigolo, en fait, parce que c'est au moment où j'ai du budget, où je peux dépenser des sous, que tout le monde m'oublie. C'est con. Avant, tu blablatais, tu n'avais rien à dépenser. Et tout le monde venait me parler. Et maintenant que j'ai de la thune à dépenser, personne ne vient me parler. By the way, pardon, parenthèse. Je suis déprimé. Donc aujourd'hui, je vais juste faire du blabla. Ça sert à rien. N'écoutez pas ce podcast. Je Je vois suis pas en quoi ça déprimé. va changer de Euh, d'habitude. j'ai demandé 3 devis en disant coucou, euh, je voudrais peut-être migrer sur un PrestaShop, j'ai besoin d'avoir quelques devis, etc. J'ai des agences qui ne me répondent pas. J'ai donné un cahier des charges, hein. Je n'y suis pas allé en disant bonjour, je veux un devis. J'ai bonjour, j'ai un problème à résoudre, etc. etc. Je n'ai pas obtenu de devis. Je n'ai pas de proposition commerciale. Donc ça, c'est fascinant. Et donc, je regarde mon réseau, je pose des questions à gauche, à droite, je gratouille. Et, Ils ont senti que tu n'avais pas le ventre. bah, c'est con, hein. Ils ont pas le nez fin, je te le dis, hein. Et résultat des courses, je me dis Ils ont le merde, nez fin parce que je te laisserai pas passer sur PrestaShop. ils sont. Enfin, mais mon réseau, il est boisé, c'est-à-dire, tu te dis putain, les gars, vous êtes vraiment en train de faire du conseil en entreprise et tout. Ça fait flipper. C'est-à-dire qu'il y a une partie des consultants que je vois graviter sur LinkedIn qui font blablabla, blablabla, blablabla. Mais dans la vraie vie, ce qu'ils racontent, ça marche pas, quoi. Ça sert à rien. Mais c'est juste, mais flippant total. Et quand tu vois j'aime bien parce que là, je suis en train de blablater et en fait, il y a tous ceux qui me connaissent sur LinkedIn, ceux qui vont passer là-dessus, ils vont dire putain, tu crois qu'ils parlent de moi là? C'est assez rigolo. Tu vas te faire C'est-à-dire blacklister que et moi avec. Hein. j'en ai rien à foutre. Rien à Bah foutre. merci Alors, bien. franchement, vu la qualité de mon réseau, bah les couilles. Philippe, c'est que tu vois des job titles super pompeux d'experts, machin, truc, bidule. Et quand tu vas poser des questions, mais tu flippes. Alors évidemment, on va te dire, fais ton bailleur persona, fais ci, fais machin, fais bidule. C'est flat, quoi. Au niveau qualité de conseil, c'est très, très, très bas niveau. Et donc voilà, en fait, donc je me suis dit, putain, j'ai monté tout un réseau, etc., etc. Et c'est Mathieu Stéphanie qui dit, on est la moyenne des gens qu'on fréquente ou je sais pas quoi. Et là, je me suis Exactement. dit, putain, ma moyenne, elle est super basse, quoi. Waouh! Heureusement que tu es là, hein, parce que sinon, j'ai 4,5, quoi. Et, et, et c'est pas grave en soi. Et en fait, ça a été marrant parce que
je discute et je dis ouais, voilà, je suis aujourd'hui dans une boîte, machin, et mon job permanent, c'est d'apporter de la valeur, d'apporter de la valeur, d'apporter de la valeur, d'apporter de la valeur. Et il y a des boîtes où c'est fatigant parce que l'organisation dans laquelle tu te trouves ne va pas forcément à ta vitesse, n'est pas forcément prête. Donc, il faut des fois revenir vachement en arrière pour inculquer certaines choses. Et c'est fatigant, c'est exigeant. Et la réponse que certains te font, c'est « Mec, pourquoi tu te fais chier? Mets-toi à la vitesse de l'organisation. Tu ne vas pas détonner, vas-y tranquille. » Et sérieux, ça me fout en rogne en fait. Je ne le juge pas, je ne le condamne pas. Moi, je n'y arrive pas en fait. J'y arrive pas. Et en fait, ça me fout un petit peu quand même en rogne parce que, tu vois, je me dis, mais Tu vois, on comme va où? ça rejoint tout ce qu'on se disait les semaines d'avant sur le recrutement, le management, etc. Tu vois bien qu'il y a cet effet de filtre. Si tu crées une boîte où tu ne donnes pas aux gens les moyens de leur leadership, les moyens de faire leur boulot, d'être à leur bonne place, de délivrer, il ne restera par effet de filtre, par effet de sélection, que les gens avec la posture que tu viens de décrire ou pire. Et Ouais. si on croit tu parles d'une croyance, si on croit qu'une organisation est essentiellement performe essentiellement selon la qualité des gens qui la composent, je vous laisse tirer les conclusions. Non, mais oui, c'est ça. On dit, ouais, vous savez quoi, ce qui Cet compte dans effet de filtre, l'entreprise, c'est le pour ça qu'on parle de collaborateur, c'est culture. machin. Pour ça qu'on parle de culture. C'est un vrai sujet. Je crois que 2020, pour moi, ça a été c'est l'année de la culture. Non, c'est pas sympa. Il y a pas, la l'année de culture la est en train culture. d'en prendre plein la gueule. À Ouais. Montpellier, ce matin, il y a des femmes qui manifestaient en disant les dessous de la culture et elles étaient en sous-vêtements et il fait pas super chaud. Donc, c'est pas fun pour la culture, mais c'est l'année de la culture pour moi dans le sens où on a eu C'est souvent du ces management, c'est conversations. l'année du management pour toi. Mais ouais, on a eu souvent ces conversations, Philippe, où on disait, ouais, tu sais, la culture mange la stratégie au petit déjeuner, etc. Mais j'arrivais pas à le toucher du doigt. Voilà. J'arrivais pas C'était un concept, il me semblait juste, pertinent, vrai, mais j'arrivais pas à le toucher du doigt. Et là, je me dis, j'ai vu passer ces derniers temps des clients chez qui je suis impliqué et pas des petites boîtes. Et j'étais fasciné par ce côté. Là, j'ai audité entre guillemets une équipe commerciale et tu t'adresses à une dizaine de sales, tu leur parles et alors en on là devant, on s'est fait un gros zoom, blablabla, tout le monde était là et vas-y les lead magnets et patati et patata et t'envoies du bois et t'envoies du machin et tu fais passer une grosse agence qui te refait tout ton territoire de marque et après tu parles individuellement à chaque sales en disant bah, ok ta présence sur LinkedIn machin. Et en fait, les gars te disent on est fatigué, on est blasé. Et tu te dis bah, va chercher un truc ailleurs. Quoi. Si tu ne crois plus en ton produit, va chercher un truc ailleurs. Tu me parlais aussi il y a Ouais, quelques jours non. de profils, pas commerciaux pour le coup, mais pareil, qui voient pas l'impact de ce qu'ils font parce que ça change, parce qu'il n'y a pas les moyens, parce que c'est pas organisé, parce que ça se parle pas, donc il n'y a pas d'impact. Et ce genre de profil, enfin, en l'occurrence, c'était quelqu'un qui avait songé à son départ plusieurs fois pour cette raison. Donc, ouais, les gens qui ont les dernières velléités de valeur et d'impact ont tendance à partir. Ouais, c'est ça en Et c'est fait. C'est pour ça cette que je te dis notion aussi, nous en tant d'impact. qu'agence, est-ce qu'on a raison dans notre amour des PME, de faire croître de l'existant, de s'occuper des petits fondateurs, etc., etc. Est-ce qu'on a raison ou est-ce que finalement le plus grand levier qu'on a, c'est pas de bien choisir nos batailles et nos cibles et d'aller là où c'est déjà exigeant et de se mettre les piles de ce côté-là, quoi. C'est un vrai dilemme. On en parle toutes les semaines depuis 3 mois et même avant. Ah, je suis vieux, moi, je suis vieux et j'ai plus la niaque. En fait, tu sais, il faut avoir un petit peu les couilles d'avoir l'énergie tu sais, Putain, les gens ils vont vraiment croire que je déprime en fait. En fait, c'est là où tout le monde va m'appeler en disant Ce non, tu sais, podcast Nico, je déconne. va être appelé ne regardez pas cet épisode, je pense. Ouais, c'est la fin 2020, tu en es le 16 décembre. Non, Mais non, non, non. dis-nous tout, allonge-toi.
Bah, T'as en plus la fait, niaque. euh, Bon, on ne peut aller qu'à la vitesse où on peut aller. Vous ne pouvez aller qu'à votre propre hein, on vitesse. peut aller à la vitesse qu'on peut aller. Donc, il faut être lucide qu'arrive un temps. Mais Alors, dans ce cas, faut-il s'associer avec des gens qui ne peuvent pas aller à notre vitesse, qui qu'on soit, quel que soit notre objectif? Quelque part, il faut aller avec des gens qui sont capables d'aller à la même vitesse que nous. Il faut trouver un endroit où on peut aller un peu à notre maximum. C'est la logique de la liberté. Si on suit Tocqueville et suivant. Et c'est pour ça que les marchés libres marchent mieux que les économies planifiées et que les démocraties marchent mieux que les aristocraties. Et est-ce que c'est pas notre devoir, entre on guillemets, arrive à tu vois? aller Non, mais c'est marqué, ne regardez pas. Non, mais c'est ouais, l'essence man, du problème. C'est l'essence du problème. Parce que regardez la pas cet personne qui nous épisode. regarde, c'est qu'est-ce que je fais pour avoir une vie épanouie? Qu'est-ce que je fais pour avoir une carrière épanouie, du succès, etc. Comment je remplis ma vie au mieux que je peux? Et quelque part, il faut aller vers des niveaux d'énergie. Exactement la citation que reprend Mathieu Stéphanie que tu viens de citer. Tu es la moyenne des gens qui t'entourent. Donc, qu'est-ce que tu veux être? Et est-ce que tu t'entoures? Et est-ce que jusqu'ici, tu t'es entouré des bonnes personnes, des bonnes organisations? Et est-ce que tu t'es donné les challenges qui sont à ta mesure et à la mesure de ce que tu veux être? Ah, alors, en fait, je me suis C'est un tu entouré. général, hein, c'est pas une question personnelle. Ouais, c'est un tu général. Ouais, je crois mais je suis général. Je suis très général. Voire Je générique. je suis générique. Je suis super générique. Tu sais, C'était en la fait, semaine de l'existentiel. Désolé, ouais. cette semaine, c'est Grégoire Gambato qui a dit « Bon, j'interdis aux gens de me faire des cadeaux de Noël parce que je suis anti-carbone, mais par contre, je vends de la croissance à qui m'en achète. Qu'est-ce que je fais ?» Bon, ça Ouais, fait un bon sujet. oui. Tu sais, il y a plein de trucs. J'ai toujours placé l'humain au-dessus de tout, et à partir du moment où je rentre dans une relation et que je kiffe la personne en face, j'y vais, je donne et je fais des trucs à fond, etc., etc. On en profite bien. Ouais, et tant mieux, faut y aller, je donne, j'ai aucun problème avec ça. Et puis après, je réalise il y a aussi un réseau professionnel où j'ai besoin d'efficacité, en fait. C'est-à-dire que c'est pas je te kiffe pas. C'est juste est-ce que tu es performant dans ton job, dans ce dont j'ai besoin, etc., etc. Et en fait, il y a cette dichotomie entre la qualité humaine de mon réseau et la qualité professionnelle de mon réseau. Je vois une tension entre l'Europe et les États-Unis, entre le copinage d'un côté et le transactionnel à l'extrême de l'autre. C'est vrai que c'est insupportable quand c'est tu vois, poussé à l'extrême, mais des deux côtés, en fait. j'ai écouté un podcast sur un type qui disait partout, le head of sales de partout, P-A-R-T-O-O, qui disait mais on a ouvert plein de pays, je suis passé de 2 à 40 sales, etc., chez partout, etc. Et j'ai bossé avec des Indiens. Et il dit alors, ça fait quoi de bosser avec des Indiens? Il dit bah, les Indiens, en fait, tu as un call de 30 minutes. Bonjour, quelle est la valeur que tu m'apportes? Comment tu résous mon problème? Combien ça coûte? Et basta. La découverte, le machin, rien à foutre. Ils ne veulent pas en entendre parler. Perte de temps totale. Transactionnel, 100%. Mais transactionnel business, alors qu'aux États-Unis, tu as ce côté transactionnel social qui est très fort. C'est-à-dire qu'il faut la jouer très social, très humain, mais tu sens que c'est toujours transactionnel. Du moment où il a pu identifier que tu n'es pas à sa hauteur. C'est ça, Philippe, tu vois, et ben ça, il y a quelques années, on s'appelle disparu. Ouais, on avait des conversations et ça me foutait en rogne. Je me souviens des débats avec HubSpot, par exemple, où je dis ouais, mais les gars, c'est bon, vous êtes des machines, vous avez votre putain de process, etc., etc., etc. Et vous sortez pas de votre process, et en fait, tu es gentil avec moi pour faire du biz, mais le reste, tu t'en fous. Et finalement, allez, ces 3-4 dernières années là, ces 3 dernières années, j'ai rencontré plein de gens sur LinkedIn, et c'est bien, et viens, on enregistre un podcast, et viens, tu me fais un article invité, et viens, tu me fais blablabla, et viens, tu me fais blablabla, et il y en a dans tous les sens. Et tu fais le bilan, et je me dis, putain, sur les 3 dernières années, j'ai sacrément travaillé, j'ai vraiment beaucoup produit, j'ai créé de la valeur, enfin, j'ai travaillé, j'ai bossé tous les jours, j'ai bossé. Et là,
je m'arrête, je sors, je change complètement de posture. J'aime bien faire ça dans la vie. Je ne fais même pas l'effort de le faire, c'est naturel. Ça arrive de hop, ça y est, j'ai changé de posture. Hop, je me mets dans un tout autre délire. Je ne suis plus à Paris, je suis à Montpellier. Je décide de passer 6 mois dans une boîte, mais tout en continuant à avoir des clients en parallèle. Je ne suis pas full-time. Une espèce de truc bâtard, là, quand même assez funny, que j'aime beaucoup. Et je me dis, mais ça n'a servi à strictement que de. Donc, finalement, quels sont Le ça désignant les podcasts et LinkedIn, c'est ça? Les podcasts, LinkedIn, tout ce bordel, ça n'a pas de valeur à l'instant T. Hein, je dis bien à l'instant T. Ouais, mais c'est pas parce que tu as brassé que tu l'as bien fait aussi. Ah, ben j'y viens, mon général. J'ai brassé. Et puis, j'étais le chantre de « Ouais, pas de process, s'en fout, tout au feeling, à l'intuition, balèque, ça va bien se passer. » Je suis curieux de si YouTube va sélectionner la vignette du fuck, là. Et résultat, rien, nada. Alors, il n'y a pas rien, zéro, évidemment, mais au bout du compte… Clairement pas de ROI. Clairement pas de ROI. Parce que tu as fait beaucoup et en même temps, tu as fait, en effet, sans process. Ouais, sans process, comme ça vient. Tiens, je vais voir ce que ça donne. Et là, j'arrive dans une un organisation… Faut bien préciser que je viens de passer les 17 dernières années de ma vie en télétravail, en indépendant, dans des petites boîtes. Et là, j'arrive dans une organisation avec des collègues, etc. Donc, chez nos clients, on a vu des organisations. C'est pas que ça n'existe pas. Hein, c'est pas que j'ai oublié non plus comment ça marche. Mais là, je suis dedans. Je vois une organisation et je m'aperçois que… Là, tu es dedans 8 heures par jour, quoi. Ce qui est quand même différent de la posture du consultant. Et je boucle sur ce que tu disais au début, c'est-à-dire que toutes les personnes que tu trouves peut-être un peu décevantes dans leur capacité d'exécution, etc., sont sur le plan de leur activité de consultant pas particulièrement risibles. Elles fonctionnent, elles ont du succès, elles travaillent avec des bons clients, etc., etc., etc. Mais elles ne sont pas 8 heures par jour dans ces boîtes-là. Non. Et ça, je pense que ça fait une vraie différence. Et dans le même temps, ce temps que tu passes dans cette boîte 8 heures par jour, tu te rends compte à quel point on ne peut rien faire s'il n'y a pas quelqu'un qui vient de l'extérieur, type consultant, pour te fouetter et pour te remettre le cerveau à l'endroit. Donc, tu es en train de nous démontrer à la fois que le consultant est inapte et que la boîte est inapte sans consultant. C'est magnifique. Je suis en train de prendre conscience que, alors, être dedans à 100%, c'est super dangereux, en fait. Moi, je ne sais pas faire. Hein. Il y en a qui… Ouais, c'est là que tu arrives dans ces problèmes de culture où tu te ramasses tout de suite, tu es contaminé par les gens autour, et après, soit tu ne le supportes pas, tu t'en vas, soit tu le supportes et tu as été sélectionné pour rester parce que tu étais mou. Ayez l'honnêteté, c'est dur hein, ce que je vais dire, mais en tant que dirigeant, je parle de PME, hein, quelle que soit la taille PME. Je ne parle pas des TPE, je ne parle pas des grands groupes, vraiment une PME, parce que je kiffe les PME. Ne me demande pas pourquoi cette taille-là me va bien. Ça me fait pareil, je ne sais pas pourquoi non plus. Moi non plus, c'est carrément pas en termes de économiquement parlant, c'est totalement irrationnel. On ferait mieux d'aller bosser dans des startups pointues. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais pour ma part, comme tout le monde. Ou des grands groupes. Mais j'aime bien la taille PME. Mais attrapez votre boîte, regardez-la, mais posez-vous vraiment la question on parlait cette semaine, on en parlait tous les deux des flux et du flux de valeur en fait. Comment la valeur se déplace au sein de votre organisation? Comment elle rentre, comment elle sort, comment elle tourne dans l'organisation, comment elle est créée, comment elle est perdue. C'est peut-être ça qui me fascine. Ouais, comment elle est stimulée. En fait, c'est ça qui me… Je parle pas des… Typiquement, quelqu'un qui passe beaucoup de temps à faire du LinkedIn, du podcast, etc. pour produire aucun résultat. Là par exemple, c'est un gaspillage. Mais c'est ça, Philippe. En fait, c'est cette prise de conscience qui est cool hein, de se dire, en fait, j'ai fait ça pendant 3 ans et je ne l'ai pas perçu en termes de flux de valeur.
J'ai eu de la valeur dans d'autres choses. J'ai eu de la valeur sur mon ego parce que voilà, il y a 5 ans, j'étais convaincu que j'étais une sous-merde, un sous-produit de l'espèce humaine et que professionnellement, j'avais strictement, mais totalement aucune valeur. C'est pas un syndrome de l'imposteur, c'est un syndrome du débile profond à ce stade. C'est pathologique. Et finalement, LinkedIn avec Joséito, t'es bon, on t'aime, machin, c'est ça. Pour ça, beaucoup de valeur, beaucoup de valeur. Maintenant, je sais ce que je vaux. Hein. Je vais être plus chiant. Hein. Vous allez commencer à pas m'aimer. Hein. Mais maintenant que j'ai passé ce truc de je veux qu'on m'aime, maintenant c'est je veux qu'on me paye. La valeur, par contre, la création de valeur monétaire. Au passage, tu vois, c'est là où les gens qui aiment l'argent de base et qui n'ont pas de problème avec l'argent gagnent beaucoup de temps. Tu vois, tu as perdu 17 ans juste parce que tu as un problème avec l'argent. Mais carrément, Philippe, mais évidemment. Donc, tout ce temps passé là sur LinkedIn en disant je veux qu'on m'aime, parce qu'en fait, j'arrive pas à dire je kiffe la thune et j'en veux. Et là, aujourd'hui, j'ai ce truc de je scanne une organisation. Alors, j'ai toujours mon truc où je scanne les humains à toute vitesse. Donc, j'arrive dans une organisation, je fais oh putain, alors toi, ça va, toi, tu dégages, toi, tu n'es pas à ta place, toi. Le côté ostéopathe de l'organisation et de l'humain, ça, je l'ai au bout des doigts, très bien. Par contre, ce que je n'avais pas, c'était la couche flux de valeur. Et là, quand je découvre ça, et je me dis, waouh. Et quand dans mon entourage, j'interroge tous ces experts, etc., sur cette notion de flux de valeur, il n'y a pas grand monde en fait qui voit ce genre de choses. Ouais, parce qu'on n'a pas cette culture et aussi parce qu'on a à la fois des réflexes politico-philosophiques qui sont d'inspiration marxiste, on va dire, donc dans la conflictualité du travail. On a aussi pas mal d'égouts culturels qui sont à la fois marxistes, aristocratiques, liés à l'argent et religieux, catholiques. Et on a toutes ces briques dans notre culture qui font qu'on a du mal à voir la valeur parce qu'on pense que tout est d'un jeu à somme négative ou nulle. Donc, on ne peut pas voir qu'il y a plus de valeur qui se crée qu'il y avait à l'origine, ce qui est bizarre parce qu'il suffit de regarder 100 ans en arrière, on voit bien qu'il y a plus de choses, plus d'abondance pour tout le monde. Il n'y a personne qui est pire aujourd'hui qu'il était il y a 100 ans, entre guillemets. Ce n'est pas les mêmes personnes de toute façon. Etc. Donc, on a ce blocage mental, on n'a pas ces modèles mentaux, on n'a pas cette attitude, on n'a pas. Mais si tu te rappelles, il y a quelques mois, tu m'as décrit une situation dans une boîte et je t'ai dit, mais ces gens-là, virtuellement, sont payés 300 € de l'heure. Parce qu'il y a tellement. Donc, ils sont très mal payés en vrai, ils sont, je sais pas, un SMIC et demi à peu près, 2 SMIC maxi, quoi. Et je te dis, mais c'est 300 € de l'heure ou 200 € de l'heure. Parce qu'il y a si peu d'heures qui ont un vrai impact sur ce qu'est l'entreprise à la fin. Sur ce qui est apporté au client à la fin. C'est exigeant à mesurer en permanence, en fait. Je pense que c'est possible. Je ne sais pas jusqu'où tu peux aller, mais c'est une habitude. C'est difficile. Putain, ça me fait penser. Pardon, je vais complètement dériver, on s'en fout. Je vous ai dit la dernière fois. Vu comme ça a démarré, je suis déprimé, donc je peux y aller. Je vous ai parlé la dernière fois de Floem. Tu te souviens, la petite boutique à Montpellier qui fait de la cosmétique, qui a dépensé 18 000 balles avec une agence parisienne pour faire du Google Ads. Je pense à elle parce que ce matin, j'étais sur Instagram et ils ont fait Donc, ils ont fait ça, ils ont fait de la pub, 18 000 € de pub là, avec une boîte qui a 14 ans à Paris. Bref, ils se sont fait niquer. Et de l'autre côté, ils ont fait une box dans le domaine de la cosmétique ou dans d'autres, ça se fait beaucoup. Et avec une blogueuse un peu connue sur Instagram, ils ont fait une box, ils ont mis des super produits, ils y ont mis tout leur amour, tout leur cœur, etc. Et ce matin, elle a envoyé un message en disant alors, on a diffusé la box et en fait, on est victime de notre succès, on est en rupture de stock. On a demandé aux fournisseurs de produits, qui est une petite boîte française, s'ils pouvaient produire plus. Ils nous ont dit rien avant le mois de janvier. Et en fait, ces deux créateurs, c'est un couple. Tu sais, alors eux, ça a été gros down.
putain, on se fait niquer par une agence, on est mort, ils font chier, c'est pénible, etc. Et je leur avais dit, mais on essaie de leur faire un procès, on voudrait leur pourrir la vie sur LinkedIn. Et je leur ai dit, mais oubliez, on s'en fout, c'est le prix de la leçon. Vous avez payé pour apprendre quelque chose. Si vous trouvez que c'est cher, bah, voilà, c'est pas grave. Et là, en fait, ils ont un espèce de Ceci n'est pas un conseil légal. Ceci n'est pas un conseil légal. Ils ont eu un up de putain, la box, ça a bien marché. Et en fait, il y a une YouTubeuse célèbre qui a diffusé leur box. Et là, ils ont le site qui craque. Ils ont pris dans la journée 100 commandes. Et la nana disait ce matin sur Instagram, pendant que je suis en train de vous parler, il y a encore des commandes qui tombent et on est en train d'envoyer des mails en disant pas avant janvier, on est désolé, on est désolé, on est désolé. Ça m'a fait penser à toi quand tu dis Success is obvious. Mais ouais, j'ai pensé à toi ce matin, success is obvious. Je me dis putain, mais te prends pas la tête, ça marche tout seul. Pour les individus, c'est pareil. Je pense à ça aussi dans les histoires de valeurs, de recrutement et de personnes et de RH, etc. Il y a le type, tu m'as envoyé le truc sur Twitter qui dit on a viré quelqu'un au bout d'une semaine dans une période d'essai, on s'est pris un prud'homme. Et success is obvious aussi. Il faut 2 heures, 3 jours, 4 jours, allez, moins d'une semaine pour capter si ça va le faire ou pas, si un individu va créer ou pas de la valeur dans une organisation. Toute la difficulté, c'est de rentrer une personne, de la garder, de se dire oh j'ai fait une connerie mais c'est pas grave, ça va pas se voir, puis ça va s'améliorer. L'autre truc, je pense que c'est le côté de ouais non mais c'est bon parce que je lui donne un salaire. En fait, je lui donne une quantité d'argent hebdomadaire pour une quantité d'heures ou de je sais pas quoi, et ça va bien finir par s'équilibrer ce truc-là de façon magico-magique. Ça va bien finir par créer de la valeur, mais non, le temps ne crée pas de valeur. Le temps peut en détruire. Le temps n'est que chaos. Oussama Hamar. Pourquoi je cite toujours les mêmes. Et ça, c'est un truc qui il y a une espèce de dichotomie. C'est assez marrant parce qu'il faut bien voir que dans mon réseau, il y a des comme toi et puis il y a des comme d'autres. Donc, il y a les comme certains qui me disent non, mais tu vois, tu prends quelqu'un, tu l'embauches, tu lui fais un CDI et puis ça finira par créer de la valeur. Et puis, il y a toi qui me dis non, mais man, ça ne marche pas comme ça, il faut faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas un Strawman, tu n'es pas en train d'inventer, il y a vraiment des gens qui te disent ça. Ah oui, bah, mais c'est pas qu'il y a des gens qui disent ça, c'est qu'il y a des gens qui dirigent des entreprises en s'appuyant là-dessus, Philippe, pour de vrai, c'est pas une blague. Après, il y a aussi, quand tu as une boîte qui est bien structurée, etc., tu as des rôles dans la boîte où finalement il y a peu de management, tout est bien processé et tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un d'incroyable. Mais bon, il ne faut pas sous-estimer la capacité des gens à détruire de la valeur. Ah, merci. Parce que ce que tu coûtes cher en management, ce que tu coûtes cher en erreur, ce que tu coûtes cher en perte de réputation. J'ai eu des gens, tous les gens dont je me suis séparé rapidement, et quand je dis rapidement, c'est pas rapidement dans la durée totale, c'est rapidement dans la prise de décision. Et vous savez que je suis pas rapide à prendre des décisions, encore moins ce genre de décision. C'est des gens c'est quand j'ai eu un feedback client en fait. Quand le client m'a dit mais attends, qu'est-ce qu'il me fait lui, ou pourquoi il me parle comme ça, ou pourquoi il m'a fait ça, et quand c'était vraiment évident pour le client que cette personne-là était en train de casser toute la bonne, tout le crédit émotionnel et professionnel qu'on avait pu construire, je me dis non, c'est mort. Parce que du coup, cette personne-là détruit de la valeur pour toute la boîte. Chaque pourcentage d'image de marque est perdu parce que tu as parlé à un abruti. C'est de l'argent, du temps, de l'énergie, de l'amour en moins pour tous les autres gens de la boîte. Chaque fois que tu vas à la poste et que tu as, alors pas toi parce que tu as une empathie sans borne, mais chaque fois que quelqu'un va à la poste et parle mal à un guichetier professionnel, s'il en reste, parce qu'il a l'habitude d'être maltraité à la poste et que du coup il méprise la poste, il arrive, il se comporte avec mépris avec les gens à la poste, c'est aussi et beaucoup la faute de tous les gens qui travaillaient à la poste et qui ont créé ce bad equity. Ouais, mais c'est carrément ça. Le fait est que, qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? J'ai fait un petit tour sur moi-même, j'ai pris le temps et je trouve très intéressant parce qu'en vrai, je ne suis pas déprimé. J'ai mon impatience qui évidemment, qui est toujours. Je suis pas un mec patient et je voudrais que tout arrive tout de suite et j'apprends à l'être de plus en plus.
mais je me dis, parce que ouais, on a souvent ce débat, mais qu'est-ce qu'on fout là avec des PME, machin, etc. Je me dis, mais putain, si je le fais pas, en fait, c'est pas que personne va le faire, mais putain, carrément, faut qu'il y en ait bien un qui se dévoue pour la cause, parce que sinon, si t'es un peu sensé, si t'es un agent économique, mais t'y vas pas, quoi. Tu Mais est-ce que t'y es c'est pas. pas une rationalisation a posteriori? Est-ce qu'on n'y a pas Mais, été mais par évidemment. flemme et autres, Mais pour carrément, plein parce que d'autres raisons? mais carrément, Philippe, non, mais carrément, s'il me manquait pas une couille, j'irais pas là-dedans, en fait. C'est par pure lâcheté. C'est parce que, mais clairement. Et tant mieux, en fait, tant mieux que ça se joue comme ça. Mais je pense que si j'étais un petit peu plus audacieux et si j'allais me frotter un petit peu plus à quelque chose qui me fait un peu peur en me disant, oulala, putain, si j'allais dans une boîte qui va super vite, où tout le monde parle anglais, ou machin, ou bidule, et là, je me dis, oh, t'es pas capable, tu vas te faire jeter, mon pauvre. Là, on va vraiment voir que t'es un abruti qui a aucune valeur. Et j'ai pas du tout envie d'aller me casser là-dessus et me faire mal. Déjà que je regarde la gueule de mon réseau LinkedIn et je me dis, il y a 80% de tocards dans mon réseau. Alors là, putain, tu vois ce que je veux dire? Doucement, pas tout la même année. Eh bien, on en reparle en janvier. Écoute, moi, je suis encore Non, jeune et j'aimerais me faire casser un peu les dents par des gens très t'aimerais te forts. faire casser les dents, mais vas-y, en fait, faut foncer. Ouais. Faut aller taper, se dire, en vrai, je crois que euh, quand tu te pousses un peu au cul et que tu vas vraiment creuser ce que t'aimes, tu sais, c'est comme le buyer persona ou les trucs comme ça où tu aperçois que les boîtes connaissent pas leurs clients du tout et qu'il faut aller gratter en profondeur. Ouais, on Euh, sait faire ça. quand tu vas gratter, que tu vas un petit peu à l'os pour voir ce que ça peut raconter, tes collaborateurs, faut que tu les kiffes. Regarde ta copine là, qui me posait la question, et je dis mais moi aujourd'hui, quand je veux bosser avec quelqu'un, enfin, faut que je le considère alors, soit comme ma sœur, soit comme mon frère. Et en l'occurrence, j'ai un petit frère, une grande sœur, mais là, je pensais à mon petit frère. Mais tu veux bosser avec quelqu'un, déteste-le et aime-le comme un frère. Mais si tu n'es pas là entre les deux, mais c'est compliqué. Regarde, toi, tu m'épouvantes. Enfin, il y a des jours, je te maudis. Je me dis, mais il fait chier ce mec, c'est un putain de boulet avec vas-y, il me reprend, j'écris 2 phrases, il est tout le temps en train de me torturer. Je parlais de toi ce midi. Je parlais de toi ce midi parce que j'ai, j'ai vu des rapports de mission. J'ai lu des rapports de mission ces derniers temps. Je me suis dit, mais putain, comment des consultants d'un certain niveau peuvent écrire aussi mal? C'est pas permis. Et je me suis senti vraiment super bon à corriger, à me dire mais non, c'est pas comme ça que ça s'écrit, etc. Mais quand c'est par rapport à toi, mais j'ai l'impression que je suis une buse, quoi, que je suis un élève de 5e d'une banlieue parisienne minable, quoi. Euh, mais tu vois cette relation, ce côté, Ceci n'est pas politiquement correct. non, mais t'es hyper exigeant. Des fois, je me dis, mais il est chiant, mais il est pénible, ce gars. Il n'y a pas la photo, on ne pourra pas montrer, mais quand quelqu'un dit, mais Philippe Archer, José Lito, c'est quoi? Je dis, ouais, je suis Goldorak et lui, c'est Actarus. C'est le mec qui est dans Goldorak. Ouais. Je suis C'est- pas fan de la photo que tu as mis d'ailleurs. Désolé, j'ai mis celle-là parce que c'est la première que j'ai trouvée pour exprimer le concept. Mais ben, c'est pareil quand es dans une entreprise, quand tu es aux manettes, et inversement, quand tu veux rentrer dans une entreprise, euh, dis-toi que la dirigeante ou le dirigeant de l'entreprise avec qui tu vas bosser, oublie le rapport hiérarchique, comporte-toi comme si c'était ton frangin ou ta frangine, quoi. Ouais. Et, et, enfin, soyez exigeants, quoi. Pour nuancer sur le Oui, nuance. grand groupe Startup PME, tout, l'image n'est pas si claire. Il y a de la valeur qu'il y a dans les PME et qu'il n'y a pas dans les startups. Tu l'as testé en testant plein de néo-comptables avec succès. Ah oui, tiens. J'ai oublié celle-là cette semaine, ce que j'ai Et fait. financièrement, c'est des boîtes qui sont financées à perte, la plupart des startups.
c'est dur de créer à partir de zéro. Et ça coûte cher. Ces boîtes-là, ouais, elles n'ont pas de garantie de succès. Donc, elles sont ambitieuses et on respecte énormément cette ambition, d'où ce débat sur la lâcheté, etc. Et cette exigence qui vient avec l'ambition. Et en même temps, il y a ce côté, s'ils savaient ce qui les attendait, ils n'iraient pas. 80% va se planter, c'est travail à perte, etc., etc. Et de l'autre, tu arrives sur des PME où c'est un bordel pas possible, mais en attendant, c'est profitable, ça fonctionne encore. On ne sait pas jusqu'à quand, mais pour l'instant, ça fonctionne. Il y a des gens qui gagnent leur vie, il y a des clients, et ils sont relativement satisfaits, etc., etc. Et tout ça, ouais, profitable, financé. Donc, tout n'est pas perdu. Et c'était finalement le discours que j'avais en 2014, très naïf. Je le retrouve aujourd'hui moins naïf. Amener les meilleures pratiques de cette ambition de la startup et du scale dans de la PME qui est déjà profitable, déjà établie. Et on voit aussi l'impact que tu peux avoir sur des process qui existent déjà. C'est-à-dire que tu as déjà des flux en place, tu n'as pas à faire toute cette acquisition de zéro, etc. Et d'un point de vue purement économique, ça pourrait et ça peut être plus efficient que de la création ex nihilo. Alors oui, mais oui, tu touches le truc. C'est là, on en est là. Et ça passe, mais comme dans plein d'endroits. Enfin, ça passe par l'acculturation des individus au modèle mental de la start-up en fait. Et c'est un exercice délicat. Passionnant, hein, mais juste que les grands groupes ont d'ailleurs entrepris là depuis un moment. Les grands groupes volent et eux en ont les moyens. Ils en ont marre de se faire disrupter aussi, donc ils tentent toutes sortes de choses. Mais les PME sont presque en meilleure position que les grands groupes pour jouer à ça. Les équipes sont plus petites, il y a moins de combats internes, moins de politique interne. Il y en a tu vois, je crois tout, que il y en a, mais je crois que c'est un des grands apprentissages de cette année, de 2020, d'avoir travaillé avec des PME, des boîtes plus grosses. C'est de se dire, waouh, en fait, c'est ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. Alors, c'est tout aussi compliqué que des grands groupes avec des startups. Hein. Il n'y a rien de simple. C'est ce qui fait aussi que c'est passionnant. Mais la valeur que tu peux apporter au sein d'une PME quand tu instilles le startup spirit, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Enfin, en tout cas, moi, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Et je n'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup d'acteurs qui veulent s'y coller à ce jeu-là. Parce qu'en même temps, ce n'est pas évident. Hein. Un grand respect pour la façon simple de le faire, c'est de mettre en ligne une formation. Tout le monde peut se caler et voilà, c'est fait. Mais derrière, un modèle économique où c'est rentable, le conseil, c'est facilement pas rentable, tu vois, et le conseil pas cher, c'est facilement pas utile. Donc, c'est dur de créer ce modèle économique où tu peux à la fois créer cette valeur, en tirer un profit, avoir cet impact malgré tout sans passer ta vie dans la boîte. C'est là que ta petite expérience en conjugaison avec la nôtre est très utile parce qu'on voit ce qui peut déclencher du changement et comment on peut le rendre généralisable et rentable. Ouais. C'est pas évident hein, de trouver l'équilibre là-dessus. Ça demande une direction. Ça demande des dirigeants. Putain, sacrément joueur, hein, sacrément ouvert d'esprit. Hein. Oh, je pense que là. Et en même temps, le risque est faible. Le risque, quand on voit là des tas d'exemples que tu nous amènes du terrain, je vois peu de risques. Oui, le risque est faible. Allez-y. C'est purement social. C'est purement social. Tu le fais avec les bonnes personnes. Tu vois, toi, des cas où des gens ne se parlent pas pendant des années, c'est la guéguerre pendant des années, et puis d'un coup, c'est bon, ça y est, on a compris, on a un truc à faire, on a un objectif commun, et il y a un bouquin qui s'appelle Turn the Ship, un truc comme ça. Je ne l'ai pas lu.
Bon, c'est toutes les thématiques de conduite du changement, mais c'est toujours pareil. La conduite du changement, souvent, c'est de la formation d'un côté, du conseil de l'autre, du conseil très cher, donc par petites touches. Ouais, il faut trouver le. Ouais, 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 il y a un mix à trouver mais oui, il n'y a aucun risque. Alors là, putain, je peux garantir qu'il n'y a aucun risque. Hein. Enfin, n'hésitez pas, hein, si vous voulez que je vienne foutre le bordel dans votre boîte, appelez-moi. Il n'y a pas de problème. Ça craint pas. Ah non, ça craint. Ben non, ça craint pas, en fait. Ça craint pas parce que je pense qu'au-delà de ça, Et votre conjoint vous regardera avec un nouveau respect. je sais pas, ça demande. Ouais, alors par contre, pour le faire, ça demande celui qui le fait, ça demande une posture. Ça implique d'avoir vraiment la bonne posture. Tu ne peux pas débouler en mode je suis le consultant qui sait tout, etc. etc. C'est vraiment une posture basse de coach. Et puis des fois une posture haute de consultant. Enfin, il faut savoir vraiment jongler avec les différentes postures. Ça, je ne sais pas expliquer comment on le fait. J'ai aucune Ouais, idée de je pense que comment on là, fait tu ça. as trouvé ta place naturelle. Je crois qu'il faut un José Lito pour faire ça. Il y en a plein des José Lito, hein, mais ouais, Ouais, mais ouais, il faut. mais autant tu as un facteur de chaos dans certains contextes, autant dans ce contexte-là, tu as étonnamment le bon dosage. Grave. Alors, Et c'est une aussi parce surprise. que tu as eu un switch aussi dans ta façon d'approcher les choses, mais ouais, c'est. Ah, mais le switch, ça c'est le travail ensemble. Ça c'est le travail avec Poppy Ouais, Gico. et ta femme, surtout. C'est comment on s'est frotté. Oui, après Morgane m'a apporté une partie orga, etc. Mais c'est plus avec Poppy Gico, avec Oussama, avec Anyone Can Scale, ça a été vraiment un gros switch à ce moment-là de me dire. Parce qu'il y avait la notion de scale, startup, et il n'y a pas moyen de faire autrement. Et puis arrive d'un seul coup Anyone Can Scale, et là, c'est ah ouais, mais ouais. Ah, mais putain, mais carrément. Ah, mais c'est trop facile, en fait. Là, d'un seul coup, pour moi, c'était juste, mais c'est trop facile. Comment ça a été le moment de, mais putain, Philippe, pourquoi on n'y a pas pensé avant, en Et fait? Pourquoi d'ailleurs, nous on l'a pas fait? dans la communauté Anyone Can Scale, il y a, on l'a fait sans le faire, on l'a mal fait, maladroitement, mais il y a plein de choses qui étaient en route. Et d'ailleurs, dans la communauté Anyone Can Scale, je suis vraiment content de voir des tas de boîtes qui sont des PME extrêmement, je sais pas, des trucs des robots de traite, de la construction, Ah ouais, tout. j'ai plus les exemples en tête, mais j'ai un ami aussi qui est un pure maker. Il est développeur à l'origine et maintenant il crée des SaaS indépendants. Et là, il est sur le e-commerce de fleuriste de sa famille en Ukraine. Donc, tous ces exemples-là sont vraiment cool. Ah, mais Faut qu'on mette un ça lien c'est. affilié à Anyone Can Scale à force. Ah, mais fais-le, ouais, ouais, parce que mais c'est un vrai sujet. Et franchement, c'est le truc pour moi qui a été de dire, OK, il y a Anyone Can Scale, il y a Anyone Can Scale passé à la moulinette Poppy Gico. Et il y a la Et façon, vice-versa. et il y a la façon dont je me dis, ah putain, vas-y, j'ai envie de le mettre en œuvre. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des structures qui ont cette taille-là, qui ont ce machin, etc. etc. Et quand la magie opère, quand on trouve, quand il y a le product market fit, et tu dis, oh putain, c'est par là qu'il faut aller, c'est par là qu'il faut le faire. Après, il y a ces phases, c'est pareil, c'est toujours des montagnes russes de ah ben ça s'emboîte, ah ça fait chier, ça marche pas, ça c'est trop long, ça j'aimerais que ça se passe comme ça. Et Ah, est-ce que l'impact aura vraiment lieu ou pas? Parce que souvent, je ouais. casse un peu le moral des troupes en mode oui, certes, là, tout de suite, ça bouge. Et puis, mais dans 2 semaines, et dans un mois, et dans 3 mois, et dans 6 mois, et dans un an, et dans 10 ans, Ça, qu'est-ce qu'il en faut être patient. restera? Qu'est-ce qu'il en restera? Ça, faut être patient. Il Ouais, faut pas lâcher. Il faut pas se laisser emporter par le courant de justement du confort de la charentaise. tu peux pas enlever l'échafaudage du barrage et remettre toute la flotte tant que le béton n'a pas pris. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que Tempo a été conçu comme ça. Finalement, je suis 10 fois plus bullish sur Tempo depuis que je vois ça en live parce que on le voyait déjà quand tu fais juste du conseil ponctuel. Derrière, c'est peu suivi d'essais. J'ai même vu, d'ailleurs, dans mon réseau, pour le coup, quelqu'un qui fait des cours de langue et qui fait plutôt du mentoring de langue maintenant. C'est-à-dire qu'elle ne t'enseigne même plus la langue, elle t'aide à apprendre des langues
par toi-même. Et par contre, il y a tout ce process dans la durée pour te maintenir des bonnes habitudes, le rythme, l'accountabilité, qui n'est pas de la responsabilité, c'est un peu différent. Le fait de te tenir à tes propres engagements et tout ce processus délibéré pour créer du changement. Donc de la conduite du changement pour les individus, pour les organisations. Et donc Tempo, c'est vraiment ça aussi maintenant. Comment on convertit le conseil dans quelque chose qui crée des habitudes, qui crée des changements culturels, des changements qui durent. Ça vient peut-être de mes années dans l'amincissement et le spa, où on avait ce débat aussi, stop au régime express qui te font perdre et reprendre en pire. Comment tu crées un changement qui dure? Lasting change. Putain, on n'a pas fini, hein. On n'a pas fini de faire des podcasts complètement chelous, hein, je te le dis. Ouais, si ça peut soigner ta dépression. C'est normal, tu as des prises de conscience. Un matin, tu te lèves, tu te dis merde, putain, je réalise qu'il y a ça. Après, ça va, je rebondis vite. Généralement, je suis plutôt de bonne humeur. Et tout ça sans drogue. Et tout ça sans drogue. Je crois que c'est pour avoir été vraiment dépressif pour le coup que je fais bien la différence entre les deux. Et donc, bah ouais, c'est comment on tient dans la durée, comment on ose passer le pas de dire allez, vas-y, nous aussi on peut scale. Comment on tient dans la durée, comment on trouve les bonnes personnes pour que prenez des comment on les met à la bonne place, personnes, les bonnes personnes à la on les bonne met place. les bonnes personnes à la bonne place et recruter pour faire ça des individus qui vont pas se laisser aller, qui vont pas glisser dans le confort de l'habitude et du quotidien. Surtout pas. Et je pense que ça fait partie des compétences ou des je sais pas quoi, de l'état d'esprit de pas se laisser aller en fait, de vraiment pas se laisser aller en disant ouais, je pourrais me mettre à ronronner parce que comme c'est du temps long, tu n'es pas obligé d'être interne, hein, tu n'es pas obligé d'être salarié de l'organisation pour faire ça. C'est juste qu'il faut passer du temps. Bah, la preuve avec ta liste de consultants, les 80% qui se reconnaissent et qui ne nous parleront plus, et les 20 autres pourcents qui auront cru se reconnaître et qui ne nous parleront plus non plus. Mais le changement, José Lito, est un process, pas un événement. Ouais, c'est un process, pas un événement. Il y a cette notion de skin in the game. Je ne l'avais pas dit, mais complètement. Ouais, skin in the game, par contre, c'est mettez-vous dedans, mouillez la chemise, faites-vous rémunérer à la performance. Je ne sais pas, trouver un modèle qui vous oblige, vous, à vous mettre… Rien que les scorecards. Maintenant, tu sais quoi, longtemps, j'ai eu peur de demander aux clients de m'évaluer. Ouais. Et aussi parce que j'ai travaillé avant avec des gens qui étaient un peu dans le mindset de si tu demandes l'avis du client, il va toujours se plaindre. Tu vois, il y a un peu ça qui est surtout en France. Ouais, c'est vrai. À moi, j'ai dit mais stop, on fait toutes les réunions internes. Maintenant, on met une note sur 10 à la fin parce qu'on veut on veut des réunions 10 sur 10. On ne veut pas que les gens se fassent chier en réunion. On veut des réunions qui créent de la valeur. Et ben pareil, je fais tempo. Maintenant, à la fin de chaque tempo, je demande une note sur 10. Oh, quelle libération. Et maintenant, j'ai un scorecard et tout le monde sait quelle note j'ai eue à mon dernier tempo. Et c'est enregistré. T'as pas été bon et t'es fatigué, machin, c'est pas grave. Mais résultat, on est de meilleur en meilleur parce que chaque fois qu'on a été un peu merdique, on avait un doute, on n'était pas sûr, le client nous a dit ouais, non, franchement, là, c'est un 6. Je dis, ouais, okay. On est d'accord. Et après, qu'est-ce que je fais? Je trouve des solutions. Et maintenant, on a 7, 8. Putain, c'est ça, cet état d'esprit aussi de arrêter d'avoir un truc, je sais plus qui m'a demandé, mais est-ce que tu as un patron? Je sais même pas ce que c'est comme concept, c'est pas ça. Quelle est ta place dans la hiérarchie? Ouais, tu reçois un mail, ouais, bonjour, je sais pas qui a commis une boulette, etc. Salut, c'est moi, j'ai chié, j'ai fait une boulette. Ah bon, tu le dis quand tu fais une boulette? Bah ouais, je dis quand je fais une boulette, évidemment, je dis que c'est moi qui l'ai fait, la connerie, qu'est-ce que je te dise? J'ai une autre scorecard. Maintenant, on a un petit bouton chaque fois qu'il y a un truc qui n'est pas à jour dans le système. Clac, clac, on clique et ça met des coups de marteau à tout le monde. Bon, bah, je suis vainqueur, 4 semaines d'affilée, tous les lundis, on dit qui est le pire de la boîte. Bah, pour l'instant, c'est encore moi. Mais ça ira bientôt. Bah ouais, bah ça fait partie des trucs où… pour être revenu un peu dans le circuit, de passer longtemps dans une boîte, ce que je n'avais pas fait depuis des années, ce qui m'avait fait quitter un grand groupe, c'était de me dire, mais les gens ne se comportent pas comme des adultes responsables.
il y a de la politique, il y a du machin, il y a du bidule. C'est un truc, c'est comme une famille, quoi. Et j'aime pas trop le concept. Et je me dis, mais Et les efforts ne sont pas dans la création de valeur, ils sont dans dans une la espèce de truc. navigation. Ouais, la navigation, alors soit c'est politique, soit c'est machin. Et je vois des organisations où les individus se comportent comme des mômes et les patrons comme des papas-mamans. Et tu te dis, mais vous voulez pas vous comporter comme des adultes responsables. Vous avez fait un truc bien, dites-le. Vous avez fait un truc mal, dites-le. Si vous n'êtes pas en forme, que vous chiez, bah vous chiez. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, il y a des matins, j'arrive, il est 7h30 parce que je me suis levé à 6h, je n'arrivais pas à dormir, je vais taffer tôt. Par contre, il y a des moments où je me casse plus tôt. Et voilà, quoi. C'est l'hiver, je manque de lumière, ça me casse les couilles. Bah, à 17h, je prends mon vélo, je me trace et je rentre chez T'as moi. pas bonne mine. Mais non, sinon, tu vois ce que je veux dire. Et c'est quoi ce truc de. Allez, en adulte. En adulte. Pour conclure, donc Allez. changement est un process, pas un événement. Par contre, j'aimerais dire ce qui est un événement, c'est la décision. Chaque décision est ponctuelle, mais une décision, ça prend une demi-seconde et ça peut changer ta vie. Et à chaque branche, tu peux revenir vers une trajectoire préalable ou t'en éloigner encore plus. Et donc la conduite du changement, elle est aussi là. C'est toutes les décisions qui sont prises et qui vont se tenir dans la durée et qui vont s'accumuler les unes sur les autres, peuvent générer l'exponentielle que vous cherchez, ou au contraire vous ramener vers votre bien-aimé logarithme, ou pire. On va reparler du scale prochainement. On va reparler de ce concept-là, comment on peut le mettre en œuvre. C'est intéressant parce que là, tu vois, on a parlé de Anyone Can Scale, mais c'est parce que là, il y a un microcosme qui connaît, mais ça serait bien qu'on se fasse le prochain podcast la semaine prochaine où on présente. Qu'on rentabilise ce lien affilié, enfin. Ouais, carrément. Vas-y, la semaine prochaine, podcast Anyone Can Scale, vu par Philippe et José Lito. Peut-être, si on ne change pas d'avis entre-temps. Je file au pressing, il faut que j'aille chercher des pantalons. Parce que le mercredi, je taffe pas, quoi. Ça, c'est cool. 4/5e. Et tu as balancé que c'était enregistré un mercredi. Bravo. Voilà, c'est enregistré un mercredi. Ciao. Ciao. À vendredi prochain. À vendredi prochain.